Latte. Christophe Ondelatte. Une incroyable aventure aujourd'hui. Faites-moi confiance. Je vous ai déjà raconté beaucoup d'aventures ici, en voilier, à la rame, en surf des neiges, en moto, en 2 chevaux. Mais des histoires comme celle-là, franchement, jamais. Il y a 2 ans, vous vous êtes lancé dans un défi complètement fou, parcourir en parapente toute la chaîne de l'Himalaya. Et vous en avez fait un livre qui sort chez Guérin, Vol au-dessus de l'Himalaya. Et ce qu'il y a de formidable dans votre histoire, c'est qu'elle raconte la performance sportive, certes, mais pas que. En débarquant par le ciel dans tous ces pays qui bordent l'Himalaya, il vous est arrivé tout un tas d'aventures humaines. Je vais tenter de raconter tout ça. C'est une histoire que j'ai écrite avec Pierre Anquetin, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Laissez-moi vous présenter Jean-Yves. Jean-Yves Fredriksen. Blutch, comme l'appellent ses copains. Au moment où commence cette histoire, il a 41 ans. Il est guide de haute montagne en Haute-Savoie. Il est marié et papa de 2 adolescentes. Et depuis qu'il a 13 ans, c'est un mordu de parapente. Mieux que ça, il pratique désormais le parapente bivouac. Le parapente, vous savez ce que c'est. C'est un parachute déplié, on court, on décolle, on vole, et quand on a fini de prendre son pied, on descend et on atterrit. Eh bien, le parapente bivouac, c'est la même chose, mais en itinérance. On décolle, on se pose, on passe la nuit, on redécolle, on se pose, on passe la nuit, et ainsi de suite. C'est de la randonnée en parapente. En 2013, il a volé comme ça à l'est de l'Himalaya, côté indien. En 2014, il s'est envolé au-dessus des pics du Karakoram, toujours dans l'Himalaya, mais côté pakistanais. Et là, en 2016, il s'est juré de traverser tout l'Himalaya. Et aujourd'hui, 25 août 2016, c'est le grand départ. Depuis le Tadjikistan, un petit pays coincé entre l'Afghanistan et la Chine, à l'ouest de l'Himalaya. Un petit village qui s'appelle Mamosgo. Vous le voyez là? Le chevelu avec son énorme sac à dos? Eh ben c'est lui. Ça y est, il est lancé. Il part de l'ouest de l'Himalaya, à gauche sur la carte, et il veut aller à l'est, à droite sur la carte. 4000 km par-dessus les plus grands sommets du monde. 6 pays, Tadjikistan, Afghanistan, Pakistan, Inde, Népal et Birmanie. Et dès le départ, il souffle comme un bœuf. Il veut rejoindre un col à 3500 mètres. Et s'il souffle comme ça, c'est à cause de son fichu sac à dos. Presque plus gros que lui. 50 kilos sur le dos. Sa toile, bien sûr, son parachute, son harnais, ses instruments de pilotage, sa trousse de couture pour réparer, du matériel d'alpinisme, et puis sa tente, son sac de couchage, ses réchauds, ses casseroles, 2 litres de carburant, quelques vêtements de rechange, des caméras, des téléphones, 200 grammes de thé, 1 kilo de riz, un peu de poivre, du curry, du cumin, du paprika, 20 boulettes sèches de fromage de brebis, de l'huile d'olive, des fruits secs, des bonbons, des biscuits, des galettes de pain, 3 litres d'eau, et c'est quoi ça? C'est quoi ça tout en haut du sac? Eh ben on dirait une boîte de violon. C'est un violon. Il emporte son violon. Il est 11h du matin, et au bout d'un raidillon, Jean-Yves sent un bon petit vent ascendant, alimenté par de puissantes rafales. C'est exactement ce qu'il lui faut. Alors il étale sa voile, derrière lui, rouge avec un rectangle blanc de chaque côté et devant une bordure jaune. Il branche son GPS, il allume son variomètre, son vario, l'appareil électronique qui mesure le vent, et en 2 enjambées, il se lance. Et le voilà dans les airs.
suspendu à mon bout de chiffon, est toujours un miracle pour moi. Je tourne à l'intérieur d'une bulle d'air chaud ascendante, un cadeau de la nature invisible pour l'homme terrestre, mais bien concret pour tout animal volant. Et vite il s'éloigne des parois de la montagne. Et là, il laisse glisser son gros sac en arrière. Son sac est maintenant suspendu en dessous de lui. Et lui, il s'installe sur sa sellette, une sorte de balançoire. Il glisse ses jambes et son bassin dans un sac isolant. Et c'est parti. Cap à l'est, le long de la chaîne de l'Himalaya. Et en dessous, il y a des pâturages, des troupeaux, des bergers qui lui font de grands signes. Et très vite, à la hauteur du parachute, des sommets rugueux, de petits glaciers, la haute montagne qui commence. Et petit à petit, comme ça, porté par les courants ascendants, les courants thermiques, les bouffes, comme on dit dans le milieu, il monte, comme dans un ascenseur naturel. Et le voilà à 5300 mètres d'altitude. Et là, on se calme, parce qu'à 6000, il peut tomber dans les pommes par manque d'oxygène. Donc on s'arrête, on ne cherche plus les bouffes, on se stabilise. Jean-Yves franchit comme ça les vallées, les unes après les autres, et aux alentours de 4h30, il sent que l'ascenseur naturel devient faiblard. Il est temps de se poser. Il faut donc trouver un point de chute. Il voit 2 petits lacs émeraudes juste en dessous, et à côté une petite plaine. Idéal. Il se met à descendre en spirale en tirant sur ses manettes. Pour l'instant, tout va bien. Et là, d'un coup, à quelques mètres du sol, le vent s'inverse d'un coup et il le propulse vers le bas. Bam! Heureusement, en bas, c'est de la boue. Jean-Yves s'y enfonce comme dans du beurre. Blups! C'est ça, le parapente. On ne sait jamais vraiment où et comment on va tomber. Fin de la première étape. Il regarde son GPS, il a parcouru 120 km. C'était magnifique. Il est content, il est grisé même. Mais il est épuisé, ratatiné. Et là, il plante sa tente. En face de lui, le soleil est en train de se coucher. C'est le paradis sur terre. Le paradis. Tout seul. Peinard. Sauf que lui, la solitude en fait. Il déteste. Il est paradoxal, hein. Il fait tout ça pour se retrouver à l'ouest, paumé, et fondamentalement, il n'aime pas ça. Mais qu'est-ce que je fous là, tout seul comme un con? Dans quelle galère je me suis fourré? Il pense à sa famille, à ses potes, il est au paradis, il a le blues. Et comme c'est un bec sucré, il a la parade. Il avale quelques bonbons, un gâteau, il fume une clope, il cogite encore un peu, et il s'endort comme une souche, sur un drôle de matelas, sa voile, pliée, il n'y a pas plus douillet. Le lendemain, Blutch a repris du poil de l'abeille. Vers 11h30, les conditions sont idéales, il redécolle. Et il vole comme ça pendant 4 jours, en bivouaquant, en général près d'un lac. De temps en temps, il pique une tête dans l'eau glacée. Et il repart. En vol, en général, quand c'est beau, il filme, avec sa caméra GoPro. Et là, juste en dessous, il est en train de filmer la vallée du Vakh, un fleuve à côté de collines de sable, le Sahara au bord de l'eau. Et il atteint les contreforts de la chaîne de Pamir, avec son pic à 7500 mètres, le Samani. Il est toujours au-dessus du Tadjikistan. Et il cherche un endroit pour se poser. Et il voit une tente de berger, et à côté, le berger qui l'observe. C'est sympa, ça. Il va poser le pied sur le sol, et là, 4 chiens furibards sortent de la tente et se ruent vers lui. Et les chiens, comment dire, il aime pas ça, et donc sans toucher le sol, il remonte aussi sec, hop, et il va se chercher un autre endroit, 1 kilomètre plus loin. Il casse la croûte, il se repose un peu,
Et tout d'un coup, il est sur le point de repartir. Il voit surgir de derrière les buissons un homme à cheval. Il reconnaît le berger de tout à l'heure. Il a un fusil et il est costaud. Et il le met en joue. Jean-Yves lève les mains. « Touriste! Français, Françoise! Touriste !» Le type descend de son cheval et il lui fait signe de marcher. « Davai, davai! Vite, vite !» Et il marche comme ça jusqu'à sa tente. Et là, il voit arriver un militaire avec une kalachnikov. Le berger l'a capturé pour le livrer aux autorités tadjiques. Ouf! Ça va s'arranger. Et là, les chiens déboulent. Et ils se jettent sur qui? Sur le militaire, qui se met à tirer. Et 2 clébards tombent sur le carreau. Du coup, le berger est furieux, il prend son fusil et il met en joue le militaire et Jean-Yves. Blutch se jette à plat ventre, il a les bras en croix, ça dure longtemps, et là déboulent 2 autres militaires. Le berger est coincé, il pose son arme, et Jean-Yves se relève. « Touriste! Françoise! Françoise !» Françoise, il l'embarque, et il l'emmène au village en contrebas. Au passage, il lui balance quelques coups de crosse dans les côtes et sur la tête. Et au village, il le jette dans un pick-up. Et ils le conduisent à Garm, la grande ville la plus proche, dans une caserne de police. « Your name? I'm Jean-Yves Fredriksen. » Et là, il comprend. Le berger l'a pris pour un terroriste. Et surtout, il s'aperçoit que tout son matériel est étalé dans la pièce. Ils ont tout récupéré. Et là, il doit s'expliquer sur tout. Ses caméras, son passeport, son argent, ses provisions. Au bout de 4 heures, un policier en costume lui annonce « It's okay for today. Do you want to sleep here? Or do you want to sleep in hotel ?» Il lui demande s'il veut dormir là, à la caserne, ou s'il préfère un hôtel. D'après vous, il l'emmène dans le meilleur hôtel de la ville. « Come back tomorrow, 10 o'clock. » En vérité, la police revient le lendemain à 16 heures. Et là, il comprend qu'il est mal barré. Vous savez, ça enfreint plusieurs fois les lois du Tadjikistan. Tu as volé sans autorisation, sans déclarer itinéraire au ministère de l'Intérieur. Tu as approché les frontières sans aviser la sécurité intérieure. Ta licence internationale de vol n'est pas valable. Et en plus, tu as survolé 7 sites militaires sensibles. C'est pas gagné. Nouvel interrogatoire. Après quoi, le policier l'invite au restaurant véridique. Appelle-moi Brackfin. C'est mon surnom en Ultimate Fighting, c'est du sport de combat. Avant, il était au KGB, maintenant il travaille pour les services secrets tadjiks. Et il revient le lendemain. Bon, j'ai retenu 2 chefs d'accusation. Absence de déclaration de ton itinéraire et non-validité de ta licence de vol. Tu passes au tribunal demain. On de la raconte, la suite du récit. Et Jean-Yves est condamné à 4 550 sommonies d'amende. Ça fait dans les 500 €. Il paye. Il signe des dizaines de paplards. Malheureusement, il lui pique une caméra et ses cartes mémoire. Et il saute dans un taxi pour Douchanbé, la capitale du Tadjikistan. Avant de repartir, il demande à son flic Brackfin. « Alors, t'es convaincu maintenant que je suis pas un terroriste ? Soit tu es très fort, soit tu es complètement givré. Les deux, mon capitaine. Il est à la fois très fort et complètement givré. » Mais ça change un peu ses plans. Il avait prévu de survoler l'Afghanistan en parapente, il ne va pas le faire. C'est trop dangereux. De toute façon, il n'avait pas l'autorisation. Il va rejoindre le Pakistan en avion. Et le voilà donc qui prend son envol au Pakistan, juste à la frontière afghane. Il monte à 6300 mètres. Le paysage est magnifique. Une cathédrale de rochers oranges au-dessus d'un torrent, la rivière Hunza. Le soir,
Il se pose près d'un village. Les gens sont accueillants, souriants. Il achète des cerises, des abricots, il goûte un gâteau aux noix, au miel et au caramel. Il se réconcilie avec l'Himalaya et ses habitants. Les jours suivants, la météo se gâte. Il pleut, il souffle un vent mauvais, il y a de la neige. Il reste bloqué plus d'une semaine. Et c'est là qu'il sort son violon. Eh oui, vous vous souvenez, au départ, juché sur son gros sac, il y avait une boîte à violon. Il est violoniste, Jean-Yves. C'est la loose. Puisque je suis arrivé au Pakistan, il a quasiment plu tous les jours. Jean-Yves redécolle le 17 septembre. Il vole pendant 7 heures, 150 km. Et quand brillent les derniers rayons de soleil, il est à 4650 mètres et il décide de se poser sur une plaque de neige juste en dessous. Mais là, faut pas se rater. Autour, il n'y a que des rochers, un champ de rochers. Il descend et à 5 mètres du sol, d'un coup, plus d'air porteur, bam! Il se pose d'un coup et il rate la plaque de neige, il s'écrase sur un gros rocher et dans le choc, le bloc de pierre bascule et il perd connaissance. Quand il se réveille, il sent une terrible douleur à la cheville droite. Mais ça va, elle n'a pas l'air cassée. Tout le reste est intact, y compris le violon. Le lendemain, il repart, pendant 40 km à 4000 mètres d'altitude. Il longe une paroi de neige et de glace. S'il tombe dedans, il est foutu. Il se sent minuscule. Et au moment de se poser, problème. Il sait qu'en dessous, il y a des talibans. Les islamistes tiennent la région. Et donc, il choisit de se poser dans la montagne, en haut. Au bivouac, il est rejoint par un groupe de nomades, des vieux barbus, des jeunes rasés. Il se montre curieux, notamment de son matériel. Il s'assoit avec eux, il leur montre des images, les vidéos du jour, et ils cassent la croûte ensemble. Il lui reste un dernier vol avant de passer en Inde. Il monte facilement, 5000 mètres, et tout d'un coup, il entend un grondement à sa gauche. Un avion surgit à sa hauteur. Il passe à quoi? 200 mètres? Et il reconnaît le modèle. C'est un ATR-42, un petit avion de ligne à hélice, français, s'il vous plaît. Encore une fois, il l'a échappé belle. À partir de maintenant, l'Inde lui tend les bras. Mais la mousson aussi, la mousson s'éternise. Il pleut tous les après-midi. Au début, il se contente de faire des sauts de puce le matin, et puis au bout d'un moment, il prend des risques. Il saute d'un cumulus à l'autre, il descend le moins possible. Parfois, il se fait secouer comme un prunier, mais tant pis. Il vole même quand il neige. Il vole dans les nuages, sans visibilité, juste aux instruments. Il a hâte d'arriver au Népal. Et vous savez pourquoi? Il a un rendez-vous là-bas. Un rendez-vous avec sa femme et avec ses 2 filles. Jean-Yves retrouve sa femme Laetitia et leur fille le 14 octobre à l'aéroport de Katmandou, au Népal. Et il fait un break de 2 semaines à l'hôtel. Du coup, le 4 novembre, la séparation est douloureuse. Il leur promet qu'il sera en France à Noël. Et il repart vers les cimes. Je suis un salaud. Oui, je sais, c'est mal. Mais je veux savoir jusqu'où je peux pousser cette aventure. Il doit maintenant traverser le Népal jusqu'à l'Everest.
lendemain, au décollage, il sent tout de suite que quelque chose ne tourne pas rond. L'air est bizarre. Ça tourbillonne, ça rafale, ça faiblit. Il y va quand même. Et là, il est pris dans une dégueulante. Au lieu de monter, il descend, en frôlant une paroi de pierre. Il descend, et à un moment, un petit courant thermique le fait remonter lentement. Mais d'un coup, le courant s'arrête, plus d'air, le silence. Ça pue. La seconde d'après, une rafale le prend par en dessous, la voile se met en vrac, elle se dégonfle et il décroche. Il perd le contrôle de son parapente et il voit s'approcher une paroi de pierre à quoi 10 mètres. Il tire à fond sur les manettes de frein, à fond, la voile se tend 2 mètres avant l'impact. Et puis il décroche à nouveau. Et là, il va s'écraser au pied de la paroi, 30 mètres en dessous. Instinctivement, il replie ses jambes, il bascule en arrière pour tomber sur son sac à dos. C'est l'impact. Je ne sens rien. Aucun choc. Je roule dans la pente, tout s'arrête, je suis immobile, conscient. J'attends plusieurs minutes avant d'oser bouger. Mais il est vivant. Il tourne la tête à droite, à gauche. Ça fonctionne. Il bouge ses doigts de pied, présent. Les chevilles, ça roule. Les genoux, les jambes se plient normalement. Il a juste un très mal au coude et aux côtes. Il attend quelques minutes. Il plie le bras. Ça va. Ça marche. Il a échappé belle. Je fais de la merde aujourd'hui. Hein. Voilà. Je suis au basket. Et le lendemain, Blutch se lance fièrement sur les flancs de l'Annapurna. Le paysage est sublime. Les sommets blancs, les lacs verts. Après avoir traversé le massif, il se pose dans une jungle épaisse, entre 2 bananiers. Et il est en train de démêler ses fils. Et là débarquent 3 gamins. Le plus grand vient vers lui. My name is Jean-Yves. Milan. Milan a 14 ans. Il est avec son petit frère de 10 ans et sa sœur de 8 ans. Blutch les accompagne jusqu'à leur maison, une cahute en terre avec un toit de chaume. Un feu se consume au milieu de la pièce. Et dans un coin, il découvre un 4e enfant, tout petit, 6 ans. Et là, ça tombe bien, il connaît 2 ou 3 mots de népalais. Ama? Babou? Maman? Papa? Milan lui explique alors que sa mère est malade et que son père l'a emmené à l'hôpital. Et eux, ils les attendent. Et quand? Quand vont-ils rentrer? Papa a dit que maman ira mieux dans 1, 2 ou 3 mois. Trois mois, seul, à attendre. Il leur demande où il peut planter sa tente. Le gamin lui propose de dormir dans la maison. Ils sont contents, les gosses. Ils sont contents d'avoir de la visite. Le petit de 10 ans se met à préparer du bœuf sauté à l'ail et aux épices. La petite met le couvert, pas question de les aider. Bata. Vas-y. Il leur offre de petits cadeaux et il leur joue un morceau de violon. Le grand est fasciné et le petit se blottit contre lui. Et là, le téléphone sonne. Ils ont un portable relié à un petit panneau solaire. C'est le père qui vient aux nouvelles. Les gamins lui passent Blutch, mais évidemment ils ne se comprennent pas. Alors le lendemain matin, un cousin du village débarque. Le père lui a demandé de venir voir ce que faisait cet étranger dans sa maison. Normal. Mais pas de souci, il peut rester. Jean-Yves se promet que s'il gagne de l'argent en racontant cette aventure en France, il reviendra pour les aider. Les jours suivants, il enchaîne les bons vols et les galères météo. Il passe à 40 km au sud de l'Everest, le temps d'un selfie, et il trace sa route. Le 28 novembre, il a terminé sa traversée du Népal. Heureux, mais épuisé. Il a beaucoup maigri, il ne pèse plus que 58 kilos, le poids de ses 15 ans. Et là, il prend une décision.
Il a promis de rentrer pour Noël. Il n'ira pas jusqu'en Birmanie. Il ira jusqu'à l'Arunachal Pradesh, à l'est de l'Inde, et après, il arrête. Il va même arrêter avant. L'Arunachal Pradesh est un état frontalier de la Chine. Un jour, il atterrit en catastrophe, en marche arrière, entre un champ de cailloux, une ligne électrique haute tension et un camp militaire. Il se fait une énorme frayeur. C'est la goutte d'eau. Il en a à sa claque. Il arrête là. J'admets avoir baissé les bras. Et je ne ressens rien. Pas la moindre déception, pas la moindre remise en question. J'ai été largement au bout de mes forces, de ma motivation et de ma concentration. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Jean-Yves Fredriksen, quelle belle histoire. Vous avez conscience qu'elle est belle à écouter? Je te remercie, c'est toi qui la raconte bien. Merci. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette dernière phrase? J'admets avoir baissé les bras. Parce que je me suis posé la question tout ce récit. Quel est votre rapport réel à la performance? Est-ce que vous êtes comme les autres, comme ceux qui veulent monter l'Everest ou le descendre en surf, ou ceux qui veulent faire le tour du monde contre les vents sur une coque de noix? Est-ce que vous voulez réaliser des performances? Ou est-ce que vous cherchez des aventures plus intimes? C'est pas très clair. Non, quand je dis que j'ai baissé les bras, c'est principalement par rapport à l'éthique que je me fixe sur ces aventures en parapente bivouac. C'est d'essayer d'aller au bout et de ne pas utiliser de moyens motorisés. En fait, c'est d'utiliser uniquement mon parapente et mes jambes pour me déplacer. Ouais. Et effectivement, quand je me pose en marche arrière à côté de ce camp militaire, eh bien, je remballe mon parapente, je suis au bord de la route et il y a une voiture qui passe, je tends mon pouce et je monte dedans et voilà, j'ai baissé les bras parce que j'ai décidé d'utiliser un véhicule à moteur. Ouais, mais personne ne va vous le reprocher et vous avez choisi une région incroyablement sensible pour réaliser cette aventure. Vous êtes à la frontière de pays en crise, au cœur de pays qui sont traversés par les islamistes, qui sont tenus par les islamistes. C'était risqué, personne ne va vous reprocher d'avoir pris l'avion entre Douchambé et la frontière afghane. Alors à la base, j'avais parié de tout brûler, de brûler toutes les frontières. Et j'avais un petit peu des solutions de secours, mais effectivement, je me suis arrêté à chaque fois le plus près possible des frontières, et puis je les ai contournées avec des moyens motorisés, mais à chaque fois, je traversais le pays d'un bout à l'autre, juste avec mes jambes et mon parapente. Parce qu'en fait, lorsque vous traversez ces pays, vous êtes haut, mais pas suffisamment haut, par exemple, pour être à l'abri d'une rafale de Kalachnikov. Vous passez au-dessus de types qui potentiellement sont armés. Non, mon message, c'est s'il y en a un, en tout cas, c'est prétentieux, mais c'est un message pacifique. Et en fait, l'idée, c'est de justement montrer que les gens sont adorables, que les gens des montagnes de l'Himalaya sont adorables. Et voilà, effectivement, j'ai eu un coup de pas de chance au Tadjikistan, ça s'est mal déroulé pour moi. Mais ensuite, au Pakistan, en Inde, au Népal, au Sikkim et en Arunachal Pradesh, j'ai fait que des belles rencontres. Et c'est vraiment mon message. J'ai l'impression que le fait de traverser des zones sensibles vous expose néanmoins à la mort. Je vois que vous n'avez pas envie de le dire et que vous voulez penser que tout est beau. Mais en bas, en dessous, parfois, c'est la guerre. Juste en dessous. Non, c'est pas vrai. Je suis pas d'accord. Au Tadjikistan, j'ai été arrêté parce que justement les autorités font vraiment attention et c'est vraiment intrusions terroristes. Exactement, parce qu'ils ont 1400 km de frontière avec l'Afghanistan. Donc je m'y suis pointé un peu comme un cheveu sur la soupe et j'étais pas vraiment au courant de la situation politique. Ça, c'est de ma faute, je le reconnais. Mais ensuite, en Afghanistan, vous renoncez, mais vous avez bien raison, enfin. L'Afghanistan est en guerre en 2016. Les talibans souhaitent reprendre le pouvoir. Vous êtes pile là où il faut pas être. Alors, ce qu'on raconte pas, c'est que la partie afghane, en fait, de la traversée de l'Himalaya, c'est seulement une bande de 30 km
que j'avais l'intention en fait tout simplement de traverser de nuit sur un vol balistique, c'est-à-dire de partir d'un sommet à 6000 mètres d'un côté, côté des Tadjiks, et puis rejoindre le Pakistan que je connais très bien de l'autre côté. Mais voilà, oui, c'était un peu osé, mais je ne l'ai pas fait et je me suis dégonflé après mon arrestation. Et puis ensuite, je traverse le Pakistan. Le Nord Pakistan est une région de la planète de l'Himalaya qui est ultra sécurisée et il n'y a pas d'attentat. Ensuite, je contourne le Cachemire militarisé avec cette zone de tension entre l'Inde et le Pakistan. Donc voilà, je me suis arrêté aux portes d'Islamabad et puis ensuite j'ai contourné la zone sensible en bus et je suis reparti côté indien de Dharamshala. Et puis ensuite toute la suite de l'Himalaya jusqu'à la Birmanie, c'est pas des pays qui sont en guerre, c'est voilà, il y a quelques rivalités politiques, mais ça veut dire qu'avant de partir, vous vous rencardez sur tout ça. Vous prenez conseil auprès de gens qui vous disent où vous pouvez aller et où il est dangereux d'aller, ou vous préparez moins les choses que ça? Alors on va dire que tout était ultra préparé pour les 2/3 finaux de la traversée. Et c'est vrai que le Tadjikistan et l'Afghanistan, voilà, c'était un passe. Je suis parti un peu olé, je dois l'avouer. Ça s'est pas bien passé. Je me suis vite fait remonter les bretelles et puis voilà quoi. Alors, je pense, Jean-Yves, qu'il faut passer quand même quelques minutes à expliquer comment ça marche un parapente. Parce que on pourrait croire que vous subissez ces fameux courants ascendants ou descendants. Non, vous les utilisez, mais vous pouvez très bien aller contre. Vous pouvez descendre quand le courant monte. Il y a des manettes sur le parapente qui vous permettent de vous diriger. Ouais, effectivement. Après... j'ai des amis qui me disent souvent qu'ils n'arrivent pas à descendre, mais moi je trouve que j'ai toujours eu du mal à trouver les ascendances. Oui. Donc quand ça monte, j'essaye de monter le plus haut possible, et puis effectivement quand cette masse d'air monte, il y a de l'autre côté, à l'extérieur, il y a des masses d'air qui descendent. Donc il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher sur les côtés. Ouais. Mais je trouve que c'est beaucoup plus facile de se rater sur un vol de distance et puis d'aller se poser à contre-cœur plutôt que de trouver les ascendances. Alors, cette technique, est-ce qu'elle est différente quand vous la pratiquez dans les Alpes et quand vous la pratiquez dans l'Himalaya? Ou si vous la pratiquez dans la cordillère des Andes? Est-ce que chaque massif montagneux a ses spécificités ou est-ce qu'en gros, il s'y passe à peu près les mêmes phénomènes? On peut dire qu'il s'y passe les mêmes phénomènes, à part qu'en Himalaya, voilà, il y a des contrastes de température avec les masses d'air froid des glaciers et puis ces gigantesques vallées, ces gigantesques sommets. Il fait combien à 5500 mètres? Parfois. À 6000 mètres, il peut faire moins 20, moins 30. Après, on a toujours un vent dans le nez de 50 ou 60 km/h, donc c'est pour ça qu'on essaie de se protéger du froid. C'est principalement à cause du vent. On souffre du froid? Ah bah ouais. Ouais. Des fois, on va se poser et on se réchauffe pendant 1 heure et puis on redécolle. Des fois, on gueule dans le froid pour se réchauffer? Ouais, c'est possible que je le fasse, mais j'ai pas souvenir de l'avoir filmé ça. Alors il faut parler de votre paradoxe, parce que vous partez donc 3 mois, tout seul, à l'ouest, comme on dit, et vous n'aimez pas la solitude. Qu'est-ce que c'est que ce grand écart? Qu'est-ce que c'est que ce grand écart? Alors, j'ai toujours pratiqué le parapente bivouac dans les Alpes avec un très bon copain, Gabi. Et puis donc il vous manque, Gabi. Et puis la première fois que j'ai dit allez on part, on va traverser l'Inde en 2013, une semaine avant, il s'est dégonflé, il m'a dit mais t'es complètement givré, moi je m'arrête là. Donc on avait les billets d'avion, je suis parti seul et en fait d'être seul face à ces gens adorables et puis à gérer mon affaire en parapente tout seul, j'ai pris un pied terrible quoi. J'ai pris un pied terrible dans les rencontres et puis avec mon parapente et j'ai plus jamais réussi à m'arrêter quoi. Donc l'année d'après, je suis allé traverser le Pakistan et puis vite fait l'idée de tout traverser. Mais l'idée d'être assis là au Tadjikistan le premier soir au bord de ce lac vert, on l'imagine. Je l'ai pas, moi je l'ai pas vu, mais je l'imagine bien à vous lire. Je me dis l'endroit est paradisiaque. Ça ne vous plaît pas? Il y a une montée d'angoisse.
pour en revenir à notre première discussion, je sais que je vais faire une énorme bêtise, quoi. Je sais que voilà, je vais brûler la frontière afghane. Et j'ai la trouille, mais j'ai tellement envie de la brûler, quoi. Et du coup, c'est sûr que les premiers jours, j'arrive pas à me convaincre que ça peut bien se passer. Alors, question très technique. Bon, vous passez par les airs, donc des douaniers, vous n'en voyez pas, des policiers de frontière non plus. Vous avez des visas, sans doute. Vous avez des visas ? J'avais tous les visas sauf l'afghan. Sauf le visa afghan. Mais vous n'avez pas de tampon sur le visa. Quand vous passez en Inde ou quand vous passez au Népal, vous avez le visa, mais il est vierge. Tout à fait. Et alors pour le Pakistan, j'avais des contacts, donc je pouvais me débrouiller pour rejoindre un poste frontière, avoir un coup de tampon, et je connaissais un petit peu des gens bien placés. Au Népal, c'est facile, c'est tout à la combine. Ouais. Et puis en Inde, effectivement, c'était impératif que j'ai un vrai coup de tampon sur un poste d'immigration officiel. Donc, vous êtes allé à un poste d'immigration officiel pour faire un coup de tampon. Mais après avoir passé la frontière, une fois dedans. Ah non, j'ai contourné avant, ouais. Donc ça demande quand même une logistique en parallèle de l'aventure importante. Eh ben oui, bien sûr. Et puis il faut avoir des copains un petit peu dans tous les pays en cas de coup dur. Et malheureusement. Donc vous avez quelqu'un à appeler dans chaque pays. Eh oui. Sauf au Tadjikistan. Et comment tu l'as deviné ? Je sais pas comment je l'ai deviné. Le policier tadjik, au final, il pense encore que vous étiez un terroriste. Je pense qu'il m'a arrêté comme un terroriste et qu'il m'a laissé partir en ayant le doute de l'espion. C'est-à-dire qu'il m'a cuisiné pendant 4 jours. Et effectivement, quand il me laisse partir et que je lui dis « T'as compris, on est amis », et qu'il me répond cette phrase mythique « Soit t'es complètement givré, soit t'es très très fort ». Soit t'es très très fort. Ouais. Mais plus qu'un terroriste, moi je pense à un espion. Parce que cette technique-là, qui consiste à arriver en parachute par les airs, c'est une technique qui est pratiquée par les forces spéciales pour entrer en territoire ennemi. Il y a un bataillon basé à Bayonne, le 1er régiment d'infanterie parachutiste, qui pratique cette chute libre de très grande hauteur. Ils partent à plus de 10 000 mètres et ils descendent derrière les lignes ennemies et ils enterrent leur voile et ils s'installent dans le pays adverse. Vous ressemblez à un espion dans cette position. Sauf la coiffure. Ouais. Mais en même temps, vous avez un truc à raconter qui est énorme. Ouais, j'en suis pas fier. Je me livre hein. Dans le livre, je me livre complètement. J'ai essayé de rien cacher. Même avec du recul, vous n'en êtes pas fier. Non, il y a aucune fierté à se faire arrêter dans un pays qu'on ne connaît pas, de passer 4 jours en prison, de se faire cuisiner par les services de renseignement. Enfin, vous êtes fait un pote dans les services secrets tadjiks, c'est que ça n'arrive pas tous les jours. Ouais, après j'ai essayé de le rappeler, mais il me répond pas. Je voudrais qu'on parle du violon, du rôle du violon dans cette aventure. C'est un violon folk. Votre technique de violon est une technique folk, hein. On l'entend très très bien. Vous jouez pas du classique, vous jouez pas un concerto pour violon, vous jouez de la musique folk. Pour vous, c'est une manière d'entrer en contact, ou c'est une manière pour vous de couper les ponts, de vous isoler, de vous évader, de faire un break? Oh carrément les deux. Ouais. Carrément les deux. Le violon, quand je me retrouve tout seul coincé pendant une semaine dans le mauvais temps, c'est sûr que c'est mon passe-temps favori. Et puis après, effectivement, quand j'arrive dans un petit village ou que je me pose à côté d'un berger sympa, ouais. et effectivement, ils voient cette boîte et ils sont tout de suite attirés par cet instrument de musique. Et c'est encore mieux quand eux en possèdent un aussi. Et puis si on peut faire un bœuf, et voilà. Ça arrive ça, un bœuf. Ouais, c'est flambant, ouais. Et puis voilà, on brise toutes les barrières. Il y a plus besoin de savoir parler l'ourdou, l'hindi, le népalais, etc. Et ça devient fantastique. Ça vous a aidé, par exemple, avec les gamins au Népal? Alors avec les gamins, mais aussi avec les autorités. À chaque passage de frontière, les douaniers me demandaient d'ouvrir mon étui à mitraillette avec la main sur le revolver. Et une fois qu'ils avaient vu que c'était un vrai instrument de musique, voilà, c'était mon laissez-passer. C'est la preuve que vous n'êtes pas un terroriste, parce qu'il y a très peu de terroristes qui se baladent avec un violon. J'aime bien, j'ai utilisé une expression là dans le livre. Je passe pour un saltimbanque inoffensif, et c'était vraiment mon laissez-passer. Cette rencontre avec ces 4 gamins au Népal, sur les hauteurs du Népal, est absolument prodigieuse. On a un peu l'impression que pendant quelques jours, vous avez été leur tonton. Ils étaient seuls, et il y a un adulte qui est venu partager un peu de temps avec eux. Ouais,
Ça a été un déchirement. C'était moi De les j'arrivais, quitter. ouais, puis d'arriver là et de les voir complètement démunis, tout seuls avec une vache, 3 chèvres, des poules, des canards à s'occuper et pas de parents. Ouais. Et ils étaient à 2 jours de marche du premier village. Donc c'était abominable. Puis voilà quoi. Moi ça faisait déjà 3 mois que j'étais loin de ma maison, de ma petite famille. Et je pouvais pas m'empêcher de penser à mes filles, et puis de les voir tout seuls, et ils savent pas quand est-ce que les parents vont rentrer. Il y a même un moment où l'un des gamins vient se blottir contre vous. Comme un langage universel un besoin de tendresse, un adulte, tiens, il est là, papa de substitution. Ouais, le petit Prakash, il vient sur mes genoux, et puis on joue avec le chat, et puis même le soir, après, il veut se coucher à côté de moi. Puis bah non, c'est tout simplement pas possible, quoi. Nos codes européens ne me laissent pas dormir le premier soir à côté du petit Prakash, et il est triste et il pleure dans son coin. Et voilà, je raconte une histoire comme je peux, et on se fait des papouilles, mais non, ouais, c'était un déchirement. Il y a donc ces 15 jours que vous passez avec votre famille. Ça, avant de partir, vous saviez que ça serait utile, important. Ah bah si je voulais pas rentrer à la maison avec mes sacs poubelles posés devant la porte de la grange, Il fallait ça. C'était impératif de couper l'aventure en deux, oui. Ouais. Et en même temps, c'est quoi ça initie un peu votre femme et vos filles à ce que vous faites? Oui, alors on est tous les 4 amoureux du Népal. Hein. C'était pas la première fois. Suite au tremblement de terre de 2015, c'est ma fille, la première, qui avait 12 ans à l'époque, qui a fait une page Facebook pour récolter de l'argent pour aller aider les copains-copines dans des villages reculés du Népal. Et puis ensuite, voilà, on a mené une petite action humanitaire à notre échelle, à l'échelle de notre village. Mais non, on est hyper sensible à la gentillesse népalaise. Je suis un salaud. Oui, je sais, c'est mal. C'est ce que vous écrivez au moment où vous quittez votre femme et vos 2 filles pour repartir. Vous êtes un salaud. Vous leur imposez un truc qui est violent pour elles. Ouais, je le pense sincèrement. Je pense sincèrement qu'un aventurier est un salaud. Un salaud, un horrible égoïste. Voilà, le fil directeur de mon récit, c'est de raconter effectivement cette traversée de l'Himalaya, mais aussi toujours avec le regard de ce qui se passe dans ma petite famille à la maison, qui stresse à chaque fois qu'il y a des rebondissements, et de les avoir fait venir me rejoindre et passer 2 semaines fantastiques tous les 4, et de continuer derrière. C'est sadique. Mais c'est quoi avec votre femme? C'est une négociation ou bien c'est presque dans le contrat depuis le début? C'est-à-dire que de toute façon vous êtes alpiniste, vous avez ouvert des voies en alpiniste, donc le parapente n'est pas votre unique activité dangereuse. C'est écrit en bas du contrat? On est amoureux depuis nos années lycée, donc ça fait 27 ans qu'on est ensemble. Elle vous a pas découvert? Au départ, voilà quoi. Elle m'a pris moi et la montagne. Ouais. Maintenant qu'on a des enfants et 2 filles adolescentes, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que ça devient de plus en plus difficile parce que un papa avec des gamines adolescentes, c'est impératif qu'il soit un peu plus là et qui rentre vivant. Ouais, qui rentre vivant, mais pas qui vive aussi que pour sa gueule, parce que voilà, là je suis dans les locaux d'Europe 1, c'est ma première émission de radio et je raconte ça, mais je sais que je suis un salaud. Ouais. Bon, l'Everest et l'Annapurna, j'ai le sentiment que vous les regardez d'un peu loin. Il n'y a pas la tentation d'aller se poser à flanc de ces mythes? Alors j'ai eu la chance à partir de 2008 de grimper sur des grandes montagnes, sur des 8000. Hein. J'ai jamais tenté l'Everest, mais bon, j'ai tenté 2 fois l'Annapurna. J'ai eu ma petite heure de gloire, j'ai grimpé un 8000 au Tibet. Non, au départ, j'avais pris tout mon matériel d'alpinisme et je voulais faire un sommet mythique dans chacun des pays traversés. Et c'était déjà trop laborieux, la marche, le parapente, les frontières, le côté administratif, etc. Du coup, j'ai abandonné petit à petit mon matériel d'alpinisme au cours de mon trajet. Et non, c'était pas possible de tout faire. Est-ce qu'il y aura un prochain trip? Ah bah oui. Malgré Laetitia et les filles qui commencent à dire que vous vivez trop pour votre pomme. Ouais, mais on va attendre qu'elle me supporte plus à la maison. Ce sera le bon moment pour repartir. Elles ont le virus? Pas du tout. Pas du tout. Aucune des 2. Non, alors est-ce que c'est de ma faute? Mais non, elles sont sur des autres délires et puis je respecte leur passion et... Le virus du violon peut-être? Pas du tout. Non plus. Non plus. Ni le sport, ni la musique. Et elles ont l'air heureuses.
Ah, vous avez réalisé un documentaire. Pour l'instant, je crois que vous cherchez un diffuseur. On va se débrouiller avec les moyens du bord. Hein. Mais il sera diffusé bientôt dans un festival dans l'Isère, à Saint-Hilaire-du-Touvet. Tout à fait. Ouais. Et puis on a monté une page Facebook. Tous les gens qui sont intéressés pour nous inviter et nous faire projeter ce film de 50 minutes sont les bienvenus. C'est un film qui est autant sur les gens que vous avez croisés, même plus sur les gens que vous allez croiser que sur le sport en lui-même. Parapente. Ouais, j'en suis super fier. Ouais, c'est vraiment un film humain et ouais, c'est un aboutissement. J'étais super content de vous croiser, Jean-Yves Fredriksen, et de raconter cette histoire. Si vous en vivez d'autres, n'hésitez pas à revenir. Eh ben, Un de merci ces quatre. Christophe, c'est cool. Si Laetitia vous laisse repartir. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.